Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mots rapides avant de répondre avec enthousiasme et plaisir à vos questions que j'imagine déjà nombreuses. D'abord, peut-être un petit élément de réaction à ce que l'on a vu hier en séance de la part du Rassemblement national et qui me paraît tout à fait instructif. Une seule délinquante vous manque et tout est dépeuplé. Après 3 ans de stratégie de la normalisation, de jolis costumes, de jolies cravates, de paroles bien polissées, on a eu hier des bordélisateurs de première qui ont refusé les règles parlementaires, qui ont tapé sur leur pupitre, qui ont tout fait pour faire de l'obstruction avec M. Tanguy qui dans ce rôle-là a joué à comment dire, l'apprenti sorcier du règlement, inventant des articles, allant en convoquer d'autres qui n'avaient jamais été activés depuis des années pour bordéliser, il n'y a pas d'autre mot, une séance et pas n'importe quelle séance. Et c'est là où on voit encore une fois que la stratégie de dédiabolisation du RN était un leurre absolu et que l'absence de Mme Le Pen pour convenance judiciaire fait ressortir au grand jour la réalité de ce que sont les députés du Rassemblement national. C'était sur un texte sur la parité dans les conseils municipaux et notamment dans les communes rurales. Or, le Rassemblement national nous explique que les femmes ont moins droit à l'égalité quand elles vivent dans un village et qu'elles souhaitent s'engager dans un village que quand elles souhaitent s'engager dans une grande ville, dans une ville moyenne, et que finalement l'égalité doit s'arrêter aux portes de nos villages et de notre ruralité. Le Rassemblement national a choisi, c'est là aussi je crois extrêmement révélateur, d'envoyer comme orateur de groupe, c'est-à-dire comme celui qui incarne la parole collective d'un groupe sur le texte, un représentant de la vieille garde lepéniste version Jean-Marie, qui éructait déjà dans les années 90 contre la parité, expliquant qu'on allait créer des quotas, que c'était terrible, qu'évidemment on ne trouverait pas de femmes pour s'engager. Bref, des discours objectivement dont j'ai cru à un moment donné qu'ils allaient passer en noir et blanc sur la chaîne parlementaire qui allait pour le coup faire un partenariat avec l'INA, tellement ils étaient ringards, misogynes et extrêmement dangereux pour la conception que nous avons de l'égalité dans la démocratie. Donc je crois que c'est un moment très instructif qu'on a vécu. Voilà, le RN a démontré en quelques jours ce qu'il était profondément. Une manifestation de putschistes le dimanche contre la justice et l'état de droit, une bordélisation de l'Assemblée nationale grossière, vulgaire et misogyne le lundi. Bon, je crois que maintenant, tout le monde est renseigné sur la nature profonde de l'extrême droite dans notre pays et de ses représentants. J'espère qu'on arrêtera de lire ici ou là qu'il y a une normalisation, qu'il y a les codes du pouvoir qui seraient intégrés par le Rassemblement national. Et je vais passer, si elle le souhaite, mais elle le souhaite évidemment, la parole à Léa Balach pour parler de la loi de liquidation qu'on va nous proposer de voter. Ah oui, pardon, oui, un mot, oui, j'avais oublié, je voulais commencer par ça. Si vous me le permettez, je voudrais adresser au nom du groupe écologiste et social, et nous le lui avons signifié ce matin en réunion de groupe, notre soutien total à notre collègue et ami Sébastien Peïtavi, qui a fait l'objet de la part d'un groupuscule d'extrême droite de menaces de mort, extrêmement caractérisées, extrêmement graves, à ma connaissance inédite, puisque on lui promet l'action T4, action avec un K, pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence historique. L'action T4, c'est le programme d'extermination des adultes handicapés mené par les nazis entre 1939 et 1941. Et donc notre collègue Sébastien Peïtavi a été destinataire de cette menace de mort. Il a évidemment porté plainte, il a évidemment le soutien total de son groupe, et je l'ai vu d'autres parlementaires évidemment. Et là aussi, je crois, ça dit le sentiment d'impunité dans lequel baigne l'extrême droite. Qui, selon ses branches, groupusculaires ou pas, se permet, s'autorise des choses dramatiques. Et je crois qu'on doit tous être à la fois vigilants, révoltés, interpellés et ne pas laisser ceci s'éteindre. Voilà, parce que notre collègue est là menacé de mort avec une référence odieuse à ce qu'ont fait les nazis. Il a donc évidemment notre soutien, notre condamnation totale, mais on espère que des actions vont être entreprises rapidement par le ministre de l'Intérieur, par la représentation nationale aussi, pour ne pas tolérer une seconde de plus ces agissements scandaleux. Merci Benjamin. Et pour poursuivre la discussion, dans les mauvaises nouvelles de la semaine, il y a également la loi dite simplification, qui est en réalité une loi qui vient massacrer les avancées écologiques et les dispositifs de participation citoyenne, les corps intermédiaires, les organes de délibération collective au plus proche des besoins des habitants. Et je voudrais parler d'un point qui
agite les plateaux télé et le réseau Twitter, à en croire les messages qu'on reçoit lorsqu'on parle de ZFE. Eh bien, la suppression programmée par la droite, l'extrême droite et quelques-uns de leurs alliés d'un dispositif qui n'est pas parfait, qui a été imaginé, pensé par Elisabeth Borne, mis en place par la Macronie, mais qui avait une vocation, celle de protéger la santé des Françaises et des Français, notamment les plus jeunes, les plus fragiles également. Plus de 40 000 décès qui seraient liés à la pollution de l'air. C'est l'agence Santé France qui nous le dit, l'agence sanitaire qui nous l'affirme. Ce ne sont pas des chiffres des écologistes en claquettes, mais bien des chiffres qui proviennent des institutions les plus respectables de l'État. Et donc la suppression des ZFE telles qu'elles existent et sont mises en place dans les collectivités territoriales, alors elles ne sont pas parfaites, elles manquent d'accompagnement, notamment pour les ménages qui ne peuvent pas changer leur véhicule, pour les ménages qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture parce qu'il y a un manque criant d'investissement dans les transports en commun, dans des transports en commun qui sont fiables, sécurisés, ponctuels. Et donc c'est la raison pour laquelle les écologistes ont introduit des amendements pour éviter cette suppression pure et simple d'un dispositif qui fonctionne, en accompagnant cette réintroduction d'une réflexion d'ici un an pour voir les aménagements nécessaires à l'installation de ZFE dans la justice sociale, mais surtout en préservant la santé de celles et ceux qui sont actuellement impactés par les pollutions de l'air. C'est d'abord les populations les plus fragiles qui vivent aux abords des rocades des périphériques. Et donc moi, je pense d'abord à ces personnes qui avaient quelques jours de répit dans l'année, qui pouvaient enfin ouvrir leurs fenêtres parce qu'on avait baissé la pollution de l'air dans les agglomérations. Et si nous ne réussissons pas à empêcher la suppression de ce dispositif, eh bien, ces personnes devront de nouveau vivre l'été les fenêtres calfeutrées pour empêcher eh bien, les pollutions de s'immiscer dans leurs habitations. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un nous a des réponses? Peut-être. Sur les ZFE, il y a plusieurs amendements dont les votes. Il y a plusieurs amendements dont les votes pour revenir sur la suppression. Il y a un amendement du gouvernement pour faire simple, pour cantonner les ZFE autour des agglomérations parisiennes et lyonnaises. Est-ce que vous avez décidé en réunion de groupe ce que vous feriez le cas échéant sur cet amendement-là? Oui. Alors on est en train d'en discuter. On souhaite que le gouvernement il se range plutôt vers notre amendement qui est le plus juste en réalité. Je vous le disais, notre amendement il vise à rétablir les ZFE, mais à ne pas se dire que les ZFE, le mécanisme qui est actuellement en place, est celui qui fonctionne le mieux. Il fonctionne pour réduire la pollution de l'air, mais il ne fonctionne pas pour permettre de manière équitable sur le territoire, quel que soit l'engagement des collectivités territoriales actuelles, de pouvoir véritablement avoir une justice sociale. Les maires écologistes qui accompagnent la mise en place des ZFE le font correctement, en exemptant des catégories de professionnels, des catégories de population, et puis surtout en investissant dans les transports en commun. Donc nous le faisons bien. Je crois que les écologistes ont une expertise à apporter au gouvernement sur la mise en place de ZFE qui sont utiles pour les citoyennes et citoyens, qu'on habite en cœur de ville ou dans les banlieues, et qu'on soit obligé de prendre sa voiture ou qu'on souhaite puisse pouvoir s'en débarrasser. Donc je crois que le gouvernement serait bien informé de pouvoir plutôt nous écouter, et d'autant plus que eh bien, c'est aussi dans les rangs de la Macronie que nous avons eu des soutiens à la suppression des ZFE. Pardon, je suis arrivé en retard, mais peut-être qu'on en a déjà parlé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et l'espèce de sac de nœuds sur le décret du gouvernement, le débat sans vote, avec vote et les histoires d'agenda. Quelle est votre position? Notre position, c'est qu'il y a une bordélisation, encore une fois, de l'Assemblée nationale organisée. Enfin, cette semaine, on doit débattre de la loi de liquidation, faussement appelée loi de simplification, et en même temps de la loi PLM, sur laquelle Léa est notre chef de file. On modifiait le droit électoral dans les 3 plus grandes métropoles de ce pays, parlait d'une loi dont
il n'y a pas que, malheureusement, les ZFE, il y a tout un tas. C'est le musée des horreurs, cette loi. C'est la grande loi de liquidation, massacre à la tronçonneuse de tout ce qui fait aussi nos protections, des agences de l'État, de ce qui protège notre environnement, notre santé. L'ARCOM, ils veulent supprimer l'ARCOM, c'est-à-dire quand même ce qui protège notre pluralisme et notre démocratie médiatique. Bref, donc on a ce sujet-là, dont on ne sait pas encore s'il va être débattu jusqu'au week-end, avec un nombre d'articles et d'amendements qui, normalement, nécessiterait 15 jours de discussion en réalité, si on voulait faire correctement la loi. Et donc l'exemple que vous citez, il est révélateur aussi de l'amateurisme de ce gouvernement, du fait qu'il n'y a pas de cap, du fait qu'il n'y a pas de majorité. Enfin pareil, ce qu'on a vu hier. Hier, les plus durs avec le gouvernement en séance, c'était LR, qui ont d'ailleurs dit, on a l'impression qu'il n'y a pas de socle commun. Il n'y a pas de majorité parlementaire. On savait qu'il n'y en avait pas numériquement. On pensait qu'ils essayaient au moins d'en former une artificiellement. Et donc tout ça se ressent évidemment dans notre ordre du jour, dans l'impréparation de nos débats. Voilà, donc bon, on a un Premier ministre qui navigue à vue et donc assez logiquement, on a un ordre du jour qui navigue à vue. Nous considérons qu'on ne peut pas correctement faire la loi sur des sujets graves, importants. Vous avez parlé de l'énergie. On a là, avec la loi de liquidation, la question des agences de l'État, la question de la santé environnementale, Léa en a parlé, etc. On a la question électorale et donc des prochaines municipales. C'était hier dans les toutes petites communes, ce sera dans les plus grandes à partir de ce soir. On ne peut pas traiter tous ces sujets-là comme ça, par-dessus la jambe, et avec une sous-mobilisation en plus de ceux qui sont censés être là, entre guillemets, majorité. Donc nous, on appellerait à remettre un peu d'ordre, un peu de sérieux dans l'organisation des travaux parlementaires. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Eh bien, bonne journée.